Bonjour à tous et je suis vraiment ravie de vous voir participer à notre session. Donc, pour un peu situer cette session dans un contexte à Healthcare That Harm, cette session fait partie de cette session nommée donc Transformer les soins de santé grâce à l'alimentation durable, fait partie du projet Soutenir la transition écologique dans les soins de santé bruxellois. C'est un projet sur lequel on travaille depuis mars l'année passée, qui vient petit à petit vers la fin et qui est soutenu par la région de Bruxelles via la COCOM. Et donc, on a fait déjà quelques petites sessions. Je ne sais pas si vous avez pu y participer et si jamais vous n'avez pas eu cette occasion, on a les enregistrements de ces différentes sessions sur notre site. Donc, je vous invite à les voir. C'est des sessions sur le climat et établir un bilan carbone des soins de santé. Il y a aussi 2 sessions sur les produits chimiques toxiques et les plastiques. Et donc, ça aussi, ça se trouve sur notre site et ils sont plus axés au personnel médical, mais qui peut quand même être assez intéressant pour tous les autres membres de l'hôpital pour parler de tout ce qui est réduction de plastique ou les différents produits chimiques qui existent dans les produits qu'on utilise. Donc, avant de commencer sur cette session-ci sur l'alimentation durable, je vais juste passer quelques modalités pratiques. Premièrement, cette session se déroulera en français, mais on a un présentateur anglophone pour lequel nous avons prévu une interprétation simultanée. Donc, en dessous de l'écran, vous devrez trouver un bouton interprétation. Il faudra juste sélectionner la chaîne marquée French ou français. N'utilisez pas votre caméra et mettez-vous en mute si vous ne parlez pas. Il y aura, j'espère, une partie de questions-réponses vers la fin si on a le temps. Et à ce moment-là, je vous laisserai poser vos questions. Et puis, on va vous partager cet enregistrement sur notre site web après. Donc, si jamais vous avez loupé quelque chose, vous pouvez toujours y revenir ou sinon partager ça avec d'autres collègues. Et donc, je vais aussi vous demander peut-être si vous avez des questions au long des présentations, vous pouvez toujours les mettre dans le chat et mes collègues ne s'attarderont pas à les répondre par ce biais-là. Et comme ça, vous pouvez avoir une réponse un peu plus rapide et être sûr d'avoir une réponse à votre question. Donc, je vais pas tarder et expliquer que cette session est une occasion assez rare à Healthcare That Harm de lier nos 3 programmes. Donc, le programme Safer Pharmaceutical, le programme Circular Healthcare et le programme Climate Smart Healthcare sur un sujet. Et donc, chacun de mes collègues présenteront du point de vue de leur programme le sujet de l'alimentation durable. Et la première présentation nous viendra de Eric Ruiz, qui fait partie du programme Safer Pharmaceuticals. Et si vous avez des questions durant sa présentation, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et il répondra une fois qu'il a fini. Et voilà, je lui laisse la parole. Salut, bonjour à tous et à toutes. Et comme May vient d'expliquer, moi, je vais présenter un peu les travaux qu'on a fait dans la team de Safer Pharmaceuticals qui est en liaison avec l'approvisionnement alimentaire. Donc, si tu veux déjà commencer, May, avec la présentation. Voilà, c'est la première fois, je dois vous prévenir que c'est la première fois que je fais la présentation en français et il y a des termes qui sont un peu techniques. Donc, parfois, je vais peut-être dire un mot qui n'a rien à voir avec les sujets, peut-être. Mais non, j'espère pas. Donc, dans les dernières années, on a travaillé avec un groupe interdisciplinaire dans la rédaction des critères pour assurer une utilisation responsable des antimicrobiens dans la production alimentaire. Donc, next slide, please. Pourquoi on a choisi cette on va dire, thématique, non? Parce que la menace de l'antibiorésistance est assez grande pour la santé publique. Donc, il y a 33 000 décès par an en Europe qui sont directement liés à l'antibiorésistance. Et il y a beaucoup plus de décès qui ne sont pas directement, mais qui ont un lien avec la
l'antibiorésistant. Aussi, on a vu une tendance croissante à l'utilisation des antibiotiques de dernier recours. On parle par exemple de la colistine, dont l'usage a augmenté presque en 70% dans les hôpitaux européens. Donc, c'est assez préoccupant. C'est à cause de ça qu'il y a un docteur très préoccupé sur mon slide. Et aussi, on voit que dans les mondes, le nombre de décès qui sont dus à la résistance aux antimicrobiens pourrait être 10 fois plus élevé d'ici 2050. Donc, ça veut dire qu'il y aura plus de décès liés à la résistance aux antimicrobiens qu'au cancer et diabète combinés. Donc, là, on voit un lien très clair entre les secteurs des soins de santé et les secteurs de l'alimentation. Pourquoi? Parce que les hôpitaux sont on va dire, les hôpitaux sont des consommateurs de nourriture. Ils doivent fournir nourriture aux patients, aux travailleurs, aux visitants. Donc, c'est une proportion très grande de nourriture. Donc, ils ont un pouvoir d'avoir un impact sur la chaîne alimentaire et aussi sont des consommateurs des antibiotiques. Et donc, l'utilisation des antibiotiques les affecte particulièrement. L'utilisation des antibiotiques dans le secteur de la production des aliments les affecte énormément parce que, voilà, il y a des gens qui vont arriver à leur hôpital et ne pourront pas avoir un traitement comme avant parce que les antibiotiques qui étaient utilisés pour les soigner, maintenant, ne marchaient plus. Et c'est assez préoccupant parce qu'à l'échelle mondiale, on voit que 2/3 de l'utilisation des antibiotiques sont dans la production alimentaire. Donc, c'est un nombre assez élevé. Et il n'y a pas de doute sur ça. S'il y a un animal qui est malade, il faut le soigner. S'il y a un animal qui a une infection, il faut utiliser des antibiotiques parce que c'est une chose qu'on utilise tous les deux, les humains et les animaux. Le problème, c'est quand l'utilisation des antibiotiques chez les animaux, c'est fait plutôt pour éviter une infection qui pourrait être évitée avec des techniques qui améliorent le bien-être animal, par exemple. Donc, voilà, c'est à cause de ça qu'on a vu cet espace où les secteurs sanitaires avaient beaucoup à dire, mais qui n'étaient pas en train de dire trop. Donc, on a dit, OK, on voit cet espace et on va rentrer ici. Next slide, please. Donc, on a travaillé dans les critères, comme on a dit, mais les gens souvent nous demandent, mais pourquoi l'approvisionnement, les achats publics, s'il y a beaucoup de choses à faire dans les cadres de la résistance aux antimicrobiennes, et particulièrement dans les hôpitaux. Et on a décidé de travailler sur ça parce que on avait fait une consultation entre notre membres et on avait vu quelle action ils prenaient pour réduire l'utilisation des antibiotiques. Et on avait vu qu'il y avait beaucoup de travail sur la prescription responsable des antibiotiques, il y avait beaucoup de travail sur la prévention des infections, mais il n'y avait pas trop de travail sur les achats publics. Et c'est à cause de ça qu'on avait vu un espace intéressant pour travailler et pour aussi commencer à construire, parce que c'est vrai que c'est un travail en liaison que ce n'est pas évident et qui n'est pas trop développé en Europe. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de travail sur ces sujets. Il y a beaucoup des hôpitaux qui sont déjà ils sont formés déjà en network où ils travaillent et où ils développent un peu les concepts. Mais ici, ce n'est pas une chose où on pense tout de suite. On ne pense pas tout de suite à que le secteur alimentaire est lié à le secteur sanitaire et que le secteur sanitaire peut avoir un impact très important. Donc voilà, c'est à cause de ça qu'on avait décidé
d'avancer avec ça et de créer une liste de critères qui pouvaient être utilisés par des hôpitaux. Donc, les groupes ont été formés par des différents experts de différentes organisations. Et on était nous qui coordonnions un peu les projets, mais après, il y avait des experts dans les sciences vétérinaires, il y avait des experts des achats publics, il y avait des docteurs, il y avait des experts aussi de l'alimentation durable dans quelques hôpitaux. Et comme vous pouvez voir, c'est un groupe assez divers en termes aussi géographiques. Et après, on a eu aussi un groupe de, je ne sais pas si c'est dit comme ça, mais de réviseurs, donc 3 organisations qui on lit les critères avant de les publier et ils ont donné leur feedback. Et sont des organisations qui avaient déjà travaillé sur des critères ou qui ont une forte présence au niveau européen dans des sujets qu'on traite dans les critères. Par exemple, il y a une organisation qui travaille plutôt sur le bien-être animal. Donc, voilà. Pardon. C'est un groupe assez divers. Et on va passer à la partie la plus intéressante, je pense que c'est les résumés des critères. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mis dans les documents que je vais partager bientôt si ce n'est pas déjà partagé. Donc, on a divisé en 2 les critères. Donc, quand je parle des critères, on a écrit un document avec des différents critères qui peuvent être inclus dans un processus d'approvisionnement public. Donc, il y a un critère et attaché à ces critères, comme on va voir un peu après, il y a une puntuation qui peut être, marqué à ces critères et quelqu'un qui travaille dans l'approvisionnement public peut ajouter ça à leurs propres critères. Donc, les critères sont divisés en 2. La première, c'est rationaliser l'utilisation des antimicrobiens qui cible directement l'usage dans les fermes des antibiotiques. Et il y a une autre partie qui c'est de réduire les mauvaises pratiques en matière de bien-être animal. Donc, on vise ici à réduire, on va dire, les pratiques agricoles qui augmentent les besoins des antibiotiques. Par exemple, dans les cas des porcelets, il y a les sévrages qui parfois se fait trop tôt et ceci crée une situation de stress, de malaise dans les porcelets qui laissent de manger. Et quand il laisse de manger, il laisse de prendre les nutriments dont il a besoin quand il est très petit. Donc, il ne développe pas nécessairement de résistance et il s'infecte. Et c'est une infection très commune chez les cochons. Et c'est une infection pour laquelle on utilise la colistine. Comme je l'ai dit, c'est un antibiotique de dernier recours dans la santé. Donc, si la colistine, si les bactéries deviennent résistantes à la colistine, il y a dans quelques infections où il n'y a rien à faire chez les patients. Donc, c'est les patients tout seuls contre l'infection. Donc, les corps contre l'infection, pas d'antibiotiques possible. Donc, c'est à cause de ça qu'on voit le bien-être animal comme une ressource très importante et une chose qu'on doit préserver parce que voilà, ça va nous éviter beaucoup de problèmes dans les futurs et aussi parce qu'il faut les faire. Donc voilà, suivante slide, là, je veux vous présenter quelques exemples particuliers des critères qu'on a fait. Donc, par exemple, le premier critère, c'est que les antimicrobiens ne sont pas utilisés pour favoriser la croissance. Ça, c'est une chose que dans l'Union européenne, c'est déjà interdit. Donc, on l'a inclus, mais techniquement, ça ne devrait pas être
tous les fermes qui vont participer ou qui sont soumis à ces évaluations devraient être déjà valides pour ces premiers critères. Et il y a aussi, par exemple, les traitements collectifs d'espèces qui peuvent être traités individuellement n'est pas une pratique courante dans l'exploitation, donc n'est pas donner beaucoup d'antibiotiques à un groupe des animaux parce qu'un animal a une infection, donc plutôt on préfère de séparer les animaux et donner individuellement une dose à cet animal. Aussi, par exemple, c'est très important pour nous, les antimicrobiens qui sont plus prioritaires pour l'Organisation mondiale de la santé. Et voilà, on met là aussi les focus sur le fait que ces antibiotiques doivent être utilisés d'une façon individuelle et pas en groupe, comme je viens d'expliquer. Et voilà, et on peut passer aussi au suivant slide où je vais vous présenter quelques pratiques de bien-être animal qu'on a inclus. Par exemple, les animaux dans l'élevage ne sont pas gardés en cage ou que les animaux dans l'élevage antérieur vivent dans un espace qui leur permet de se déplacer librement. Donc, comme ça, on va éviter beaucoup des infections, beaucoup de contacts entre des animaux qui sont infectés, qui se stressent, qui, par exemple, attaquent des autres animaux et qui les provoquent des problèmes, des autres infections. Donc, ce sont des choses où le secteur de bien-être animal a travaillé beaucoup dans les dernières années et cette année, donc la Commission européenne va lancer la révision de la normative, de la législation sur le bien-être animal. Donc, beaucoup de choses qu'on inclut ici, d'ici à 2-3 ans, vont être inclus dans les lois nationales aussi. Donc, c'est une façon d'avancer la transformation que cette nouvelle loi va imposer, on va dire, pas imposer, mais va présenter. Et voilà, donc dans les slides suivantes, il y a un exemple de comment on a divisé les critères et la puntuation. Malheureusement, les documents n'est pas en français. Donc, les documents, c'est en anglais, en espagnol, en italien et en allemand. Donc, là, vous avez l'opportunité de pratiquer des autres langues que vous savez étudier peut-être. Mais voilà, les documents peuvent être utilisés tout seuls. Donc, il y a déjà, je ne me souviens plus combien de critères il y en a, mais il y a des critères et par exemple, un producteur peut aller sur notre site web, télécharger les documents et faire un peu en évaluation de son ferme ou un hôpital. Je sais que c'est différent, les hôpitaux, les achats publics les font d'une façon différente, mais on peut faire une analyse individualisée de chaque producteur et on peut leur offrir aussi cet outil pour eux, pour qu'ils puissent voir où ils sont plus faibles en termes de l'utilisation des antibiotiques. Et là, il y a aussi expliqué à côté dans les documents qu'il y a des différentes puntuations. Donc, entre moins de 10 points, ça veut dire que l'utilisation qu'ils sont des antibiotiques, c'est terrible, c'est très, très mauvaise. Donc, ça veut dire qu'ils utilisent beaucoup d'antibiotiques et qu'il y a voilà, les bien-être animal dans leur ferme n'est pas trop bonne. Après, il y a l'adéquat, c'est le normal, on va dire, et les bons et l'excellent. Donc, l'objectif, c'est d'aller dans les dernières échelles de l'excellence, mais on sait que c'est difficile parce que les fermes doivent s'adapter. Donc, on dit toujours qu'il faut utiliser ces critères avec précaution, plutôt pour convaincre et aider les organisations, les producteurs à avoir un production plus responsable et faire ça plutôt que signaler des producteurs qui n'ont pas une utilisation responsable. L'idée, c'est toujours d'aider, de donner l'opportunité aux producteurs d'échanger et d'améliorer leur production. Donc voilà, ça c'est un peu tout ce que je voulais vous présenter. Et là, je vais partager avec vous les liens avec les documents. De la TVA. Et donc,
Et voilà. Et après, vous pouvez aussi me contacter par email, mais je serai là pendant toute la session. Donc, si vous avez une question, vous pouvez m'envoyer un message. Merci beaucoup. Merci Eric. Effectivement, comme il l'a souligné, vous êtes toujours, je vous invite toujours à poser vos questions dans le chat pour l'instant. Et si on a le temps, on fera le point et je vous laisserai poser vos questions. Mais comme je pourrais le souligner, effectivement, c'est un set de critères qui peuvent être utilisés comme ils le sont, mais aussi servir d'inspiration dans les critères publics des différents hôpitaux où vous travaillez. Donc, c'est vraiment adaptable à vos situations et à vos besoins. Donc, pour la prochaine présentation, je passerai à Katia Pachela qui parlera sur les matériaux en contact avec les aliments. Bonjour, merci May, merci. Oui, comme dit May, on va un peu parler de ces Food Contact Materials, mais avant de se plonger dans ces sujets, tout d'abord, en quoi se réfère avec le terme Food Contact Materials? Tout simplement, sont tous les matériaux et les articles qui sont destinés à entrer en contact avec les aliments et tous les emballages, les récipients, l'équipement de cuisine, les couverts et les vaisselles, par exemple. Du coup, ils peuvent être fabriqués à partir de différents matériaux, notamment la plastique, les caoutchoucs, les papiers ou les métals, et notamment aussi tous les matériaux qui entrent en contact avec l'eau et du coup destinés à la consommation humaine sont aussi considérés des matériaux en contact avec les aliments. Le problème, c'est que ces matériaux peuvent présenter des risques, surtout liés à la sécurité et à les produits chimiques, parce que certains de ces produits chimiques peuvent être des produits chimiques préoccupants. Et du coup par exemple, plusieurs de ces substances peuvent être trouvées dans des emballages à usage unique, par exemple les emballages alimentaires en carton ou en plastique, ou revêtus en plastique, et peuvent contenir des additifs qui, dans certains cas, peuvent migrer de matériaux vers les aliments et du coup se retrouver dans le corps humain. Et en plus, outre leur toxicité potentielle, les matériaux en contact avec les aliments, à usage unique surtout, présentent aussi une empreinte environnementale considérable, qu'on verra plus tard. Du coup, dans la slide suivante, on peut... slide suivante... Ouais. On peut... non, celui-là derrière, mais... ouais, merci. Et du coup, quand on parle de ces produits chimiques, quels sont les produits chimiques préoccupants présents dans ces matériaux? Parmi les meilleurs des produits chimiques qu'on peut trouver, le Food Packaging Forum a identifié plus de 300 produits chimiques qui sont utilisés dans la production et qui peuvent poser un risque, notamment les bisphénols, les phtalates et les PFAS. Et par exemple, les bisphénols sont un groupe de produits chimiques qui sont largement utilisés dans la production des plastiques et des résines en polycarbonate, et notamment dans les emballages alimentaires qui sont par exemple les boîtes de conserve ou les récipients en plastique. Et les phtalates aussi sont un groupe de produits chimiques qu'on peut trouver surtout dans les emballages en plastique parce qu'ils sont des additifs qui peuvent améliorer la flexibilité et la durabilité. Et les PFAS, qui sont les substances polyfluoroalkyles, sont souvent utilisées dans les sacs de boulangerie ou dans les boîtes à emporter parce qu'ils présentent des propriétés pour repulser et du coup résister aux graisses et à l'eau. Et du coup, dans la diapositive suivante, on peut voir qu'on parle de perturbateurs endocriniens parce que ces substances sont considérées des perturbateurs endocriniens. Et du coup, sont des substances ou un mélange exogène qui altèrent toutes les fonctions du système endocrinien et peut provoquer des effets néfastes sur l'organisme. Et il a aussi démontré que certains de ces phtalates, PFAS et bisphénol, du coup, peuvent tout interférer avec le système immunitaire et favoriser un développement de certains cancers. Et du coup, lorsqu'ils sont ingérés ou absorbés, ils peuvent, comme vous pouvez voir dans la photo, ils peuvent soit imiter et mimer l'action
des hormones ou altérer et bloquer toutes les activités hormonales. Et dans la slide suivante, il y a juste un rapport sur l'exposition. Juste parce que quand on parle de perturbateurs endocriniens, on sait très bien que la dose ne fait pas toujours le poison. Et du coup, si aujourd'hui sont identifiées certaines limites qui sont considérées safe, qui sont considérées sûres, bah, avec les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas le cas parce que certaines substances sont même plus toxiques à faible concentration. Et ce qui est important, c'est aussi qu'il y a des moments précis très critiques, surtout dans les nourrissons et du coup dans la femme enceinte, et qui était très impératif et prioritaire vraiment de protéger les patients vulnérables dans ces moments critiques. Et c'est pour ça que beaucoup des hôpitaux ont opté de vraiment protéger et d'adopter des actions, surtout dans certains services de maternité ou pédiatrique. Dans la slide suivante, on peut voir qu'il existe des facteurs qui peuvent augmenter les risques de migration et qui du coup on peut adopter des actions pour limiter ces risques. Et par exemple, le premier facteur, c'est les hautes températures. Du coup, plus la température est haute, plus les aliments réchauffés, les matériaux en contact avec les aliments peuvent migrer des contaminants, des produits chimiques. La même chose pour le stockage de longue durée. Plus il y a le contact entre les denrées alimentaires et les matériaux, plus le risque de migration chimique est élevé. Et pour les petits emballages, il sera bien de les éviter parce que les produits emballés au rapport surface-volume plus élevé et plus les petits pots, par exemple des yaourts ou des jus de fruits, augmentent les risques de migration. Et enfin, il y a un risque aussi plus élevé si on parle des aliments qui sont gras et acides. Et du coup, notamment, il peut interagir avec les matériaux et augmenter la migration en conséquence. Et dans la slide suivante, comme je disais, il n'y a pas juste la partie chimique qui pose un problème, mais surtout, tu sais que cet impact, surtout des usages uniques, peut avoir sur l'environnement. Parce que déjà qu'on parle des plastiques usage unique et que c'est juste les 14% qui est destiné au recyclage. Du coup, il y a toute une partie qui effectivement vient être incinérée et pas récupérée et qui peut libérer et émaner des dioxines de furan lors qu'elles sont brûlées. En plus, si on sait que ces produits contiennent aussi des additifs et des produits chimiques toxiques, ça effectivement pose un problème et peut compromettre toute l'économie circulaire. Parce que ces produits toxiques, par exemple, si on pense à des phtalates dans le PVC, peuvent effectivement contaminer et se retrouver dans les nouveaux produits, dans les nouveaux produits. Et dans les slides suivantes, je vais juste parler d'un petit exemple de notre membre en Espagne. Et si vous voulez aller plus loin, on a un rapport où on inclut encore plus des exemples de bonnes pratiques. Et dans ce cas-là, par exemple, dans un hôpital en Espagne, les services de maternité utilisent maintenant des biberons en verre réutilisables pour donner le lait maternel aux nourrissons nouveau-nés. Et du coup, les biberons sont lavés et stérilisés dans ses propres installations sur site. Et le lait artificiel pour la préparation des nourrissons est aussi acheté dans des contenants en verre. Et aussi, la banque de lait maternel du service n'utilise que des contenants en verre pour la stérilisation et le stockage du lait. Et en plus, ces contenants sont non seulement réutilisables, mais c'est aussi également des produits qui sont achetés localement et du coup, peut aussi soutenir tout ce qu'est l'économie locale. Et ce qu'ils sont fait aussi, comme on peut voir dans la slide suivante, c'est des actions toute l'équipe du service de pédiatrie
Et toute l'équipe a pris, ils ont fait toutes des recherches sur les impacts et des contenants en plastique pour le stockage et la stérilisation du lait, que vous aussi pouvez voir un peu plus en détail dans les rapports. Ils ont effectué des tests qui démontrent aussi que les contenants en plastique peuvent altérer tous les goûts et l'odeur des aliments. Et notamment, ils incluent aussi toute une documentation scientifique sur les risques d'exposition aux produits chimiques, surtout, comme je disais au début, dans ce moment vulnérable qui c'est vraiment l'exposition des nourrissons à tous ces perturbateurs endocriniens. Il y a sûrement des défis. Par exemple, un des défis majeurs, c'était au démarrage de la banque de lait, c'était de trouver... C'était de trouver des alternatives parce que vu que le marché était vraiment très dominant dans les produits en plastique, dans le premier temps, c'était vraiment difficile d'aller vers des méthodes de stérilisation émergentes, par exemple la chaleur sèche, et en prenant en considération aussi la charge des contenants en verre. Du coup, c'est toute l'équipe qui a pris sa mobilité pour revoir la stérilisation par la chaleur sèche, pour la revoir et pour la faire en sorte qu'elle soit compatible avec les contenants en verre. Et du coup, tout en conservant la même garantie microbiologique. Et je sais aussi qu'elles sont, comme dans la slide suivante, je sais aussi qu'elles sont éliminées toutes les bouteilles d'eau en plastique pour les pensions de maternité. Du coup, elles sont remplacées tout par des contenants, par des bouteilles réutilisables d'eau et des robinets filtrés. Et ils sont aussi supprimés toute l'utilisation de la thérapie par fluide en plastique et en remplaçant par la thérapie par des fluides en verre. Et dans la slide suivante, c'est juste aussi pour faire un point que tout ce qui est fait dans l'hôpital doit être aussi un peu transmis vers la communauté. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au cours des 10 dernières années, ils ont remis plus de 40 000 lettres aux jeunes parents qui sont sortis du service de maternité pour reprendre toutes les informations sur la façon de stocker les laits maternels et les aliments pour les nourrissons dans les contenants en verre au lieu de les contenants en plastique. Et pour terminer, j'ai juste un peu résumé les recommandations que vous pouvez aller, comme je dis, un peu plus loin dans les rapports. Mais du coup, c'était surtout de remplacer tout ce qui est usage unique par des aliments et boissons, et par exemple les papiers et les cartons en plastique, par des alternatives qui sont réutilisables et fabriquées à partir des matériaux inertes et plus sûrs. Réduire tout ce qui est les contacts et l'utilisation de ces produits plus dangereux et préoccupants, et adopter aussi tout ce qui sont les actions du coup, que j'ai démontré au début, du coup, limiter tous les facteurs à risque. Du coup, par exemple, éviter les plastiques pour chauffer, stocker les aliments chauds, éviter les petits emballages et toujours utiliser des matériaux inertes avec plus de longues périodes de conservation ou conserver, servir aussi des aliments qui doivent être gras ou acides. Et pour conclure, j'ai du coup ajouté les rapports qui contiennent tout cet exemple et un peu plus de détails dans les défis du secteur de la santé. Il y a aussi notamment une version en français. Et dans la dernière slide, j'ai aussi inclus un lien qui c'est un Toxic Free Food Packaging Campaign qui inclut beaucoup de toolkits et aussi tout ce qui est la situation actuelle avec à niveau des politiques, à niveau policy, parce que maintenant, effectivement, la Commission européenne est en train de revoir toute la régulation sur les food contact materials, et du coup, vous pouvez aussi être, je sais pas, si vous voulez avoir une mise à jour sur qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment un lien que je vous le conseille, c'est très précis. Et je pense que c'est tout. Du coup, merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions. Merci. Merci Katia. Donc, effectivement, comme elle a dit, n'hésitez pas à poser vos questions et je partagerai les slides à la fin
pour que vous puissiez avoir accès directement aux liens dont elle a mis dans ses slides. Donc, avant de passer la parole à Thibaut, qui parlera plutôt sur l'angle de l'empreinte carbone de l'alimentation, je vous rappelle justement, et si vous êtes arrivé un peu plus tard, que cette prochaine présentation sera en anglais. Donc, si vous voulez, on a prévu une interprétation simultanée et il y a un bouton en bas de l'écran avec l'interprétation. Il faut juste pousser sur le bouton français ou French pour avoir l'interprétation. Donc, je passe maintenant la parole à Thibaut. Yes. Un instant. Si jamais vous avez un problème avec l'interprétation, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et mon collègue pourra vous guider. Merci. Oui, alors bonjour à tous. J'aimerais vous parler de l'empreinte carbone des aliments. Je suis Thibaut, je travaille à HCWH et je suis ici pour vous parler de l'état actuel, pas seulement dans le secteur de l'alimentation, mais dans tous les secteurs. Les émissions de gaz à effet de serre sont beaucoup plus que l'élimination du CO2. Donc, il y a un manque d'équilibre et nous devons nous éloigner de la situation pour arriver à une situation plus équilibrée. Cependant, le problème actuel, c'est que la production des aliments compte pour 24% des émissions, donc presque un quart de toute émission partout dans le monde. 10% de ces émissions vient d'usages foncières, entre autres, et 14% de la production agricole. Quand nous regardons en plus de profondeur, nous voyons que les ressort de la méthane, du riz, des engrais. Et n'oublions pas que dans l'industrie, on utilise aussi du carburant fossile comme source d'énergie. Comme nous l'avons indiqué, il y a un manque d'équilibre actuellement. Nous devons vraiment passer vers un statut plus équilibré car évidemment, les aliments, nous en aurons toujours besoin. La population mondiale augmente et donc la production alimentaire doit s'accélérer. Pour cette raison, nous ne pouvons pas nécessairement réduire ou éliminer toute émission qui ressort des aliments, donc nous ne serons jamais à zéro avec les émissions, mais nous pouvons vraiment éliminer le carbone. Prochaine diapo. En 2010, la situation était ainsi. Plus ou moins 12 décatonnes émis annuellement par le secteur alimentaire. En parallèle, nous voyons que les émissions d'ici 2050 pourraient tripler. Cependant, nous devons retenir réalistiquement que la science fait des progrès et il y a des gains de productivité. Plus de productivité avec moins d'émissions, c'est possible. En gardant ceci en tête, c'est possible de réduire les émissions d'ici 2050, mais nous serons à 15 gigatonnes d'ici 2050. Par contre, si nous voulons limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, ce n'est pas exactement le cible, mais dans ce cas, il faut réduire les émissions dans le secteur alimentaire par 4 gigatonnes par an avant 2050. Cependant, comme je l'ai déjà dit, nous souhaitons limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc, pour y arriver, nous devons réduire les émissions à 4 gigatonnes, mais nous devons aussi faire des grands ajustements. Par exemple, dans l'élimination du carbone, une stratégie pourrait être de restaurer les forêts à leur état naturel. Rappelez-vous donc que d'un côté, il faut réduire les émissions, mais de l'autre côté, il faut aussi équilibrer les émissions carbone. Il y a des manières de réduire. Déjà, nous pouvons changer la demande d'aliments, par exemple, de passer à du blé, à plus d'aliments à base végétaux. Nous pouvons aussi avoir plus de gains de productivité en faisant cela. Une diapositive. Donc, comment est-ce que nous situons tout cela dans le secteur de santé? Bien sûr, les aliments font une grande partie des émissions et c'est acceptable de dire généralement que les émissions sont de 6 à 8 ou même 10% des émissions qui ressortent du secteur de santé, par exemple par l'agriculture, mais aussi par les transports et aussi par le traitement des déchets. Évidemment, il y a des grandes différences entre certaines institutions, mais rappelons-nous que les aliments restent une partie importante des émissions dans le secteur de santé.
Après, que pouvons-nous faire? Ici, à HCWH, nous soutenons le programme Cool Food. Il s'agit d'arriver à une cible scientifique pour réduire les émissions des gaz à effet de serre. Rappelez-vous que j'ai dit que dans le secteur alimentaire, les émissions étaient à 12 gigatonnes en 2010 et d'ici 2050, nous devons réduire par 4 gigatonnes annuellement, c'est-à-dire une réduction de 67%. C'est ce que l'engagement Cool Food essaie de faire. Tout le monde qui participe doit réduire les émissions alimentaires par 67% d'ici 2050. Que vous y parvenez en 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, vous devez toujours continuer à chercher à parvenir à ces 67%. C'est un cible à long terme. Après, il y a une cible à court terme. 25% des émissions réduites d'ici 2030. La COVID a joué un très grand rôle dans cette situation et nous avons vu que l'on servait moins de nourriture, par exemple dans les hôpitaux. C'est pour cette raison que nous avons mis une cible relative où l'on réduit les émissions issues des aliments. Ça, c'est les émissions par calorie que l'on regarde pour mieux comprendre. Nous souhaitons réduire les émissions par assiette de nourriture servie. Et là, il s'agit d'une réduction de 38% d'ici 2030. À cet engagement, vous pouvez tous y participer. Il s'agit de vous engager à réduire vos émissions issues d'aliments pour changer la situation. L'interprète s'excuse, Thibaut a son micro éteint. Thibaut reprend. Excusez-moi, je pense que je ne l'ai pas fait exprès. Je continue. Dans l'engagement Cool Food, la première chose, c'est de vraiment comprendre ses émissions. Il y a des manières de calculer vos émissions issues de la nourriture à base de certaines données, mais ceci ne vous explique pas précisément d'où ressortent les émissions. Par exemple, oui, la viande consomme beaucoup plus que le soja, mais avec Cool Food, vous pouvez faire une hypothèse sur vos émissions à base du poids des éléments que vous utilisez. Comme vous pouvez le voir à gauche, il y a une représentation visuelle d'un hôpital et leur achat de nourriture, c'est divisé en plusieurs catégories d'aliments. Et à droite, vous pouvez voir les émissions suite à un calcul, suite à des facteurs d'émission et la nourriture achetée. Les émissions viennent de la chaîne d'approvisionnement agricole ainsi que la production. Ce qui étonne toujours, c'est que vous pouvez voir la toute petite partie rouge à gauche est liée à la viande, le chèvre, le bœuf, mais vous pouvez voir que cette petite partie rouge représente une partie énorme, jusqu'à 50% des émissions, comme vous pouvez le voir à droite. Une fois que vous avez bien appréhendé la situation, vous pouvez continuer à calculer vos émissions chaque année. Ceci vous donne un survol intéressant de comment vos émissions, nous espérons, sont à la baisse. Par exemple, pour cet hôpital échantillon, vous pouvez voir qu'il y a une baisse de 12,54% d'émissions liées aux aliments. Et pour les émissions par calorie, là, il y a une baisse de plus de 8%. C'est-à-dire les émissions par assiette. Il y a aussi d'autres graphiques où vous pouvez avoir d'autres survols pour voir comment vous avancez vers votre cible de 2030. Prochaine diapositive. Bien sûr, vous pouvez comprendre vos émissions et les mesurer chronologiquement, mais vous devez aussi effectuer des interventions. Déjà, il faut acheter sciemment. Ici, vous pouvez voir, par exemple, que le bœuf, l'agneau et le chèvre ont beaucoup d'impact, beaucoup d'émissions par gramme de protéines. Or, si vous les remplacez par le soja ou même la volaille et le porc, là, vous pouvez voir que les émissions baissent énormément. Il y a aussi d'autres exemples d'institutions qui ont réduit leur bœuf et leur agneau par 1%, mais en fin de compte, ont réduit leur émission par 15%. C'est
toujours une bonne chose de voir de tels progrès. Sinon, il y a des règles du jeu que vous pouvez voir ici à gauche et ceci motive les gens qui achètent la nourriture, ceci les inspire, les motive pour acheter des produits végétaux. Ceci vous montre l'impact agricole suite à l'engagement Cool Food. Ici, vous pouvez voir qu'en une année, il y a une baisse d'émissions d'ici 2021. Donc, il y a une baisse d'1% pour la viande rouge, 2% pour le porc. Et ces petits changements sont menés à 21% d'émissions en moins. Ce sont des grands changements avec avec des actions assez petites. Donc, tout le monde qui souhaite participer à cet engagement peut. C'est gratuit. C'est une très bonne façon de faire d'estimer ces émissions, d'appréhender ces émissions. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Thibaut. Donc là, on vient. Donc avec cette présentation, termine la partie, on parle un peu de nos 3 programmes et comment regarder l'alimentation durable sous ces 3 angles. Je crois que c'est assez intéressant pour nous de voir ça parce que l'alimentation ne fait pas partie d'un programme à part entière à Healthcare That Harm, mais on travaille tous dessus parce que c'est un truc qui impacte autant notre santé, comme on l'avait vu avec Eric et Katia, mais aussi la capacité des soins de santé avec la présentation de Eric qui montre que ça diminue grandement, mais aussi avec la présentation de Katia, ça augmente et engendre des difficultés pour les soins de santé dans le futur. Et aussi, on voit que l'impact environnemental est énorme. On le sait tous et il y a des petites actions, comme on l'avait vu avec ce 1% de diminution qui peut engendrer des énormes changements. Donc, ici, je vais faire une petite pause et si jamais, je vais même retirer mes slides. Voilà, si jamais vous avez des questions, je vous laisse un petit instant pour lever la main et intervenir. Sinon, on passera à la prochaine intervention. S'il n'y a pas de questions, je peux passer à la prochaine. Donc, je vais repartager mon écran. Voilà. Donc, pour la prochaine présentation, on a Fanny Colo qui est là, je crois. Je sais qu'elle a eu des problèmes de se connecter au début avec le lien. Oui, je suis là. Parfait. Donc, voilà. J'ai tes slides. Donc, si ça ne te dérange pas, tu peux me dire quand les partager ou sinon, si tu préfères, on peut te laisser partager ton écran. Non, on peut faire comme ça. Je Super. te fais, voilà. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, je suis Fanny Colo. Je travaille pour Bruxelles Environnement et je suis la coordinatrice de la politique des cantines. Voilà, donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler principalement des labels Good Food, Cantine et Resto. Donc, en fait, nous avons 2 labels. J'ai choisi ici de vous présenter brièvement les 2, dans le sens où dans les hôpitaux, le label peut s'adresser aux cantines. On peut utiliser le label cantine pour les restaurants du personnel, mais il y a aussi beaucoup de concessions dans les hôpitaux qui sont qui sont des restaurants. Voilà, donc les 2 labels, tu peux changer la slide. Donc les 2 labels, en fait, ont exactement le même objectif. Ils ont été créés dans le cadre de la stratégie Good Food de la région bruxelloise. Donc évidemment, ils ne s'adressent qu'aux structures qui sont sur le territoire de la région bruxelloise. La stratégie a vraiment pour objectif elle vise vraiment une transition du système alimentaire. Voilà, et donc pour cela, on a créé ces labels qui permettent d'inciter les cantines et restaurants à avoir des pratiques durables.
Alors, les labels, donc c'est vraiment pour mettre en avant une alimentation qui met en avant les produits locaux, de saison, qui diminue le gaspillage alimentaire, qui permet de vraiment diminuer les grammages de viande. Voilà, donc il y a toute une série de critères et selon les critères et le nombre de critères que la structure remplit, vous avez 3 niveaux. Vous avez 1, 2 ou 3 fourchettes et 1, 2 ou 3 tocs. Selon qu'il s'agisse des cantines, on parle des fourchettes et quand il s'agit des restaurants, on parle des tocs. Alors, voilà, vous pouvez changer. Mais donc, les avantages du label, c'est un peu toujours ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est que c'est une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. C'est un outil de communication. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que la structure est labellisée, elle peut communiquer à sa clientèle sur son label et sur les critères qui sont remplis. C'est un outil pour introduire plus de durabilité dans les pratiques. Donc, non seulement la structure peut être accompagnée par un accompagnateur qui peut vraiment non seulement vous aider à la remise de dossier, mais qui va aussi vous aider à améliorer les pratiques. Donc, par exemple, vous avez un problème pour trouver un tel fournisseur, vous ne savez pas comment mesurer le gaspillage alimentaire et comment construire un plan d'action pour diminuer le gaspillage alimentaire, eh bien, cet accompagnateur peut vous aider. Donc ça, je l'ai déjà dit, il y a un accompagnement pour obtenir le label. Il n'est pas obligatoire, mais il est vivement conseillé. Parce que voilà, le label, une fois que le dossier est remis, en fait, après, votre dossier est contrôlé par un organisme externe et le contrôle se fait sur base de preuves. Donc chaque critère correspond à une preuve et c'est quand même intéressant pour la structure d'avoir l'accompagnement, parce que l'accompagnement va vérifier que tous les critères sont bien remplis, que les preuves sont bien fournies. Alors, c'est aussi une opportunité d'avoir accès à tous les services de Bruxelles Environnement, même s'ils ne sont pas réservés qu'aux structures qui sont labellisées, mais je pense notamment au service Good Food B2B, dont je vous mettrai après dans le chat le lien. Donc, le service B2B, Good Food B2B est un service de la région bruxelloise qui vise à mettre en lien les fournisseurs de denrées alimentaires et les acheteurs, donc cantines, restaurants, commerces. On se rend compte que dans les cantines, il y a beaucoup et dans les restaurants aussi d'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes d'approvisionnement, que les acheteurs ne savent pas toujours à qui s'adresser pour avoir les denrées. Et ce service est vraiment une aide gratuite qui vous permet de savoir à qui vous adresser. Alors, voilà. Donc, comment fonctionne le label? Alors, pour le label cantine, il y a une série de critères obligatoires. De mémoire, on le verra après, mais il y a 9 critères obligatoires. Et donc, ces 9 critères obligatoires, ça permet, une fois qu'ils sont remplis, ça permet d'avoir une fourchette. Si un seul de ces critères obligatoires n'est pas rempli, le label ne peut pas être octroyé. Ensuite, il y a toute une série de critères, on le verra après, qui sont optionnels. Et c'est vraiment une espèce de catalogue que la structure remplit et en fonction du nombre de critères qui sont remplis, vous avez un pourcentage de points et selon le pourcentage obtenu, alors la structure peut avoir 2 ou 3 fourchettes. Donc là, j'en profite pour dire qu'on a depuis 1 an et demi 2 hôpitaux qui ont obtenu le label cantine. Et je pense que les personnes sont présentes autour de l'écran. Je suppose que si elles ont l'occasion de partager leur expérience après ma présentation qui est un peu plus théorique, ça peut vraiment être intéressant. Voilà, donc on a comme 2 hôpitaux, le Chirec Delta et Erasme, qui ont obtenu le label. Voilà, donc le Chirec est à 2 fourchettes et le Erasme est à 1 fourchette. Voilà, donc comme je vous l'expliquais, ici on est vraiment dans le dispositif, hein, donc on a un contrôle qui est indépendant, c'est vraiment l'organisme indépendant, l'accompagnateur n'est pas le contrôleur est vraiment là pour vérifier que les critères sont effectivement bien remplis et il va contrôler les preuves. Voilà, tu peux passer. Alors, donc c'est un label qui est évolutif, qui s'adapte en fonction du contexte et des secteurs. C'est vrai qu'on se rend compte, on a un jury tous les 6 mois, on se rend compte que le secteur, que tous des éléments liés au label évoluent, comme par exemple la disponibilité de certains produits, ou alors ça peut être par exemple la disponibilité des poissons. Ou alors le fait qu'on veut être plus contraignant. Par exemple, récemment, on a vraiment le label évolué vers un grammage de viande qui était encore réduit pour obtenir le label. Alors, avec les difficultés que ça peut comporter aux structures de s'adapter, mais qui vont dans le bon sens, évidemment, de l'impact environnemental.
Voilà, donc le label évolue tout le temps en fonction du secteur, en fonction du retour du terrain, mais généralement, il va toujours vers plus de contraintes environnementales. Voilà, on ne diminue jamais les aspects environnementaux, évidemment. Je ne vous parle pas de la crise climatique dont vous connaissez tous l'importance. Le label est valable pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, la structure doit remettre un dossier complet pour pouvoir être validée à nouveau. Et alors, on a deux dates par an de remise possible des labels qui sont toujours le 2e lundi du mois de septembre et le 2e lundi du mois de mars. Voilà. Alors, pour les critères du label cantine, donc là, rapidement, comme ça, vous verrez qu'on touche un petit peu à tous les aspects environnementaux. Tu peux passer à la slide suivante. Donc ici, pour le label cantine, bon, il y a évidemment les obligations légales, ça, je n'en ai pas parlé au-dessus, mais donc un dossier ne peut être recevable déjà que s'il remplit certaines obligations qui sont d'être en ordre avec l'AFSCA, d'être en ordre avec le tri des déchets, oui, les fritures, mais là, je n'ai pas rajouté, mais il y a aussi le tri maintenant qui sera d'application en mai 2023, c'est le tri des biodéchets. Voilà, qui va s'appliquer à tous les secteurs, et la communication sur le bio. Alors ça, c'est un problème récurrent, je ne vais pas m'étaler ici, mais qu'on rencontre dans toutes les structures, que ce soit les cantines ou les restaurants. En fait, il y a une interdiction pour les structures de communiquer sur le fait qu'elles offrent des produits bio si la structure n'a pas le label, la certification label. Voilà, mais on a Hélène Castel de BioWallonie qui est autour de la table. Si vous avez des questions spécifiques sur ce point-là, elle pourra vous en parler. Mais donc, c'est simplement, en gros, il faut être en règle avec la loi. Et ensuite, vous avez ces 9 critères obligatoires dont j'ai parlé plus tôt, qui sont des critères qui touchent aux légumes de saison, aux fruits frais de saison, qui sont une alternative végétarienne. Donc, selon le nombre de menus qui sont proposés par semaine, il faut obligatoirement au minimum un repas végétarien par semaine. Et s'il y a beaucoup plus, alors là, on va dire qu'il faut au moins une alternative tous les jours ou il faut au moins 2 alternatives par semaine. Ça dépend vraiment du nombre de menus. Mais le label est accompagné d'un vade-mecum qui explique vraiment très bien chaque critère et dans quel cas de figure chacun se trouve. Alors, ce qu'on appelle la mesure du gaspillage alimentaire, ça c'est un critère hyper important parce que le gaspillage est vraiment une source très très importante de gaz à effet de serre. Voilà, nous avons un critère qui s'appelle l'assiette équilibrée. Ce qu'on met là derrière, c'est d'avoir une proportion de grammage de viande et de légumes et féculents. Voilà, qui respecte. Donc, évidemment, ça va non seulement dans le sens de l'environnement, mais ça va bien sûr dans le sens de la santé. Chaque critère est aussi pensé en regard des aspects santé. Alors, il y a un critère sur les campagnes d'information, puisque pour nous, il est vraiment important que le client, le consommateur final, soit informé de ce qu'il mange et de la démarche du label. Alors, il faut faire une enquête de satisfaction. Ça, c'est dans le but aussi de faire évoluer la structure qui propose le repas, que ce soit le cuisinier ou bien la société de catering, soit vraiment connectée au client, au destinataire final. Et ensuite, vous avez un critère, c'est la provenance des fruits et légumes. Simplement, c'est un critère qui permet de se rendre compte de, tiens, mais qu'est-ce qu'on sert? En fait, je me rends compte que je donne des pommes tous les jours à mon client, mais en fait, elles viennent de Nouvelle-Zélande ou du Brésil ou je ne sais quoi. Alors que à 20 km de chez moi, j'ai un producteur de pommes. Voilà, donc c'est vraiment une manière de se reconnecter et de prendre conscience des achats que l'on fait ou des produits que l'on propose. Et alors, il y a un critère sur les produits biologiques. Voilà, donc ici, je parle vraiment des critères obligatoires. Donc, tu peux passer la slide. Mais donc, derrière tout ça, il y a un tas de critères optionnels. Je ne vais peut-être pas tous les passer en revue, mais ils permettent vraiment de renforcer, d'aller encore plus loin dans la démarche. Et alors, voilà, selon ce que la cantine le remplit ou pas, il y a des points qui sont attribués. Donc, ça va jusqu'à l'environnement. Donc, si la personne, par exemple, se fournit des producteurs locaux, s'ils sont attentifs vraiment à la pêche durable, donc ne pas utiliser des poissons qui sont en voie de disparition ou qui ont été pêchés dans des conditions de mauvaises conditions. Voilà, donc voilà, ici je ne vais pas m'étaler sur les critères. Ils sont tous disponibles sur le site de Bruxelles Environnement. Alors j'attire votre attention sur le fait que les documents qui sont téléchargeables sur le site peuvent parfois évoluer entre le moment où vous allez peut-être télécharger le document et au moment où vous allez vous dire, bah, tiens, je vais remettre un dossier. Donc soyez très vigilants si vous voulez remettre un dossier de demander la dernière version. Voilà, et donc actuellement, nous avons 56 cantines labellisées. Comme je disais, dans ces structures, il y a 2 hôpitaux
Voilà, et ça, c'est une très, très bonne chose. Tu peux passer. Voilà, alors ça, on va peut-être passer un peu plus vite parce que je pense que, enfin, je ne sais pas exactement si votre organisme vise les restaurants qui ont des concessions au sein de la structure hospitalière, mais dans tous les cas, sachez qu'il existe un label resto auquel ces structures et ces concessions peuvent faire appel. Et voilà, ça reste toujours une bonne chose que les patients, la famille des patients qui viennent, sachent qu'on est dans un environnement qui est attentif à l'alimentation saine et respectueuse de l'environnement. Donc, ça pourrait être un critère de, si vous avez une concession, de dire, ben voilà, il faut pour nous que vous respectiez, que vous ayez le label resto ou au moins que vous respectiez les critères du label. Alors, le label, on sait il a parfois des failles ou des faiblesses. Néanmoins, ça reste un excellent indicateur et baromètre des critères environnementaux qui sont réalisables, réalistes et qui ont un réel impact environnemental. Donc voilà, comme ça, vous savez que ça existe. Tu peux passer. Voilà, donc ici, idem, je ne vais pas m'étaler sur les critères du label Resto, mais c'est la même chose. Il faut être en ordre avec l'AFSCA, il ne faut pas utiliser de produits de 5e gamme, il faut être en ordre avec la législation sur la communication du biome. Voilà, il faut pouvoir proposer des doggy bags, offrir une alternative végétarienne. Voilà, donc actuellement on est à 88 restaurants labellisés, ce sont des plus petites structures, donc ce n'était pas la même rapidité de pouvoir s'adapter. Voilà, les enjeux sont les mêmes, les fonctionnements sont quand même différents. Voilà, tu peux passer. C'était le dernier slide. Ah, c'était le dernier slide. Voilà, voilà, mais donc peut-être, je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être. Je peux déjà aussi, je vais essayer de ne pas oublier de vous mettre le lien vers le service B2B parce que c'est vraiment un service qu'on essaye de promouvoir parce qu'il permet vraiment d'aller chercher les producteurs, les fournisseurs. C'est vraiment très intéressant aussi pour les sociétés de catering qui souvent fournissent les restaurants, enfin les cantines de personnel des hôpitaux. C'est tout à fait faisable, hein, même quand tu es une grosse société de catering, de pouvoir faire appel à des producteurs locaux. Voilà, je vous envoie aussi le lien vers les labels. Enfin, voilà, comment avoir les documents. Comme ça, vous avez vraiment le descriptif complet du label, de son dispositif, des critères. Voilà. Et dans tous les cas, si vous souhaitez remettre un dossier de label, je vous invite vraiment à être accompagné par un accompagnateur. Ça va vraiment vous guider. C'est vraiment un soutien indispensable. Merci, Kim. Ou Fanny, pardon. Fanny, c'est vrai que je m'appelle Kim Lebeau sur l'écran, alors que je ne suis pas Kim. Mais Kim est là, je pense. Oui, je l'ai vu. Donc, effectivement, merci. J'ai déjà vu une question, mais avant ça, peut-être passer la parole à Joël, si tu es toujours là, pour donner ton expérience au Chirec avec le label. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà, vous me voyez, c'est mieux aussi. Bonjour à tous. Ben, écoutez, notre expérience, nous, est très positive. Donc, on est très content, effectivement, qu'on ait les deux fourchettes. Ça nous a permis d'avoir une offre, je veux dire, améliorée et agrandie au niveau de notre self. Donc, on a tous les jours maintenant un plat végétarien. On a des produits, on va dire, qui viennent de producteurs locaux qu'on a introduits, qu'on n'avait pas avant. On a une offre donc qui est quand même plus saine. On a des mesures d'action pour le gaspillage alimentaire. On n'a quasiment pas de gaspillage. Il faut dire qu'on a un self qui est assez bien sponsorisé et en temps de crise, je peux vous dire qu'il fonctionne super bien. Donc, on va encore aller un pas plus loin. Pour l'instant, il y a encore des contenants jetables qu'on utilise pour le personnel qui puisse emporter les repas parce qu'il n'a pas le temps de manger au self. On va également supprimer les contenants jetables et les gens devront venir avec des contenants réutilisables. Et on va vendre également un set de contenants réutilisables. Et donc, on va arrêter avec le jetable. On avance pour encore réduire les déchets au niveau de notre cuisine, parce que ce sont des coûts... on les paye deux fois, en fait. On les paye, puis on les incinère, donc on les paye deux fois.
Et donc, on a une offre de salade bar et de légumes qui respecte aussi le rythme des saisons, évidemment. Et on a également une série d'animations suivant des types de semaines où on fait des animations qui permettent également de mettre en valeur les produits locaux et le fait qu'on ait ce label. Donc, voilà un peu un petit résumé des actions. Et vraiment, on est content d'avoir fait le pas et d'avoir pu, je veux dire, embrayer sur ce label pour améliorer la qualité des prestations que l'on offre à notre personnel. Super, merci. Fanny, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus ou si c'était... Non, simplement, je dis toujours félicitations aux personnes qui ont remis un dossier. Ça peut parfois prendre du temps et ça peut être laborieux, mais surtout, ça montre que c'est possible et je trouve que c'est un super exemple pour le secteur. Donc, je dis encore félicitations au Chirec et à Erasme. Je sais qu'il y a quelqu'un d'Erasme qui est, je pense, là, ou c'est quelqu'un de Sodexo. Voilà, donc... Oui, bonjour, c'est moi. Ah, voilà, je ne sais pas si... Bonjour, mon nom est Noisy Nicolas, donc je suis un ancien de Sodexo, maintenant je travaille pour les hôpitaux de Jolimont. Ok, ah ben voilà. Donc l'année passée, on a eu la fourchette à Erasmus. Comme Monsieur De Witt a expliqué, donc des produits végétariens, de saison, des petits producteurs, et voilà, on y est bien arrivé. Voilà, donc ça montre que c'est vraiment possible, c'est un travail de longue haleine, mais l'avantage aussi de ce label, c'est que ça mobilise en fait tous les acteurs de la chaîne. Donc, par exemple, vous savez que vous allez avoir du coup la société de catering qui va être obligée de s'intéresser aux producteurs locaux. Ça va inciter les producteurs locaux les producteurs de fruits et légumes ou de viande à développer. Voilà, donc ça a vraiment un impact sur l'ensemble des acteurs et des filières. Voilà, simplement, ça a d'autres effets positifs. Donc, Oui, encore merci. pour rebondir, effectivement, Merci. nous avons une gestion avec un opérateur, avec Sodexo. Pour ne pas le citer, je vois que Lynn est d'ailleurs présente. Donc, effectivement, ça oblige effectivement tout le monde à effectivement revoir sa chaîne d'approvisionnement. Et donc, c'est ça qui est évidemment le point le plus important, c'est de revoir sa chaîne, parce que n'oublions pas aussi que, soit on est dans un contrat pour tous les secteurs publics, soit on est dans des contrats de outsourcing et on doit travailler avec la société, avec le prestataire de services, mais c'est via des marchés publics, soit on est en marché public en interne et on doit gérer ça nous-mêmes. Et donc, le basculement est beaucoup plus compliqué aussi, évidemment. Mais donc, alors, il faut le prévoir directement en amont dans les cahiers de charges, toute cette démarche pour arriver au label Good Food. Ok, et du coup, encore un petit mot, parce que j'ai entendu un mot très intéressant, le mot cahier des charges. On a aussi à Bruxelles Environnement un service marché public durable. Donc, si vous devez passer à marché public et que vous voulez y intégrer des critères de durabilité, on a ce service qui peut vraiment vous aider. C'est un service clé en main. C'est gratuit. Il va relire votre cahier des charges, il va vous dire ça c'est pertinent, ça l'est pas. Alors ça c'est joli sur papier, mais ça ne peut pas, on ne pourra pas le contrôler et on n'est pas sûr que la filière pourra suivre. Donc je vous invite vraiment aussi à faire appel à ce service. Je vais l'envoyer aussi dans le chat. Super. Et aussi, Hélène Castel est là autour de l'écran, donc c'est l'accompagnatrice des cantines. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que ça vous intéresse, à déjà lui envoyer un petit message en disant, voilà, nous, ça nous intéresse, est-ce qu'on pourrait avoir déjà une première rencontre? Super. Donc, je dirais peut-être, je vois déjà les questions dans le chat. Il y en a deux qui se rejoignent un peu. Et peut-être que ou Nicolas Noiset ou quelqu'un d'autre a peut-être des informations là-dessus. Étant passé de Erasme à Jolimont, s'il y a des équivalents Good Food Bruxelles en Wallonie ou peut-être s'il y en a autour de la table qui savent s'il y a quelque chose qui dépasse les frontières belges, ce serait intéressant d'avoir vos informations. En Wallonie, il y a le Green Deal cantine durable. D'accord. Super. Donc, je vous invite à aller voir s'il y a quelque chose, si ça pourrait vous intéresser. Je vais mettre les liens. Je viens de répondre. Je vais mettre tous les liens. C'est très bien, merci.
Et donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous en avez mis dans le chat, n'hésitez pas à lever la main ou juste vous mettre hors mute et les poser. Sinon, je voulais juste dire qu'effectivement, le label Good Food était une super manière d'aller de l'avant et d'utiliser leurs critères pour améliorer le service que vous avez dans vos cantines et vos restos. Je vous invite vivement à aller voir, comme j'ai vu que Hélène a mis son mail, donc c'est parfait. À part ça, effectivement, le secteur de la santé est super bien placé pour marier correctement les objectifs agricoles, les objectifs environnementaux et les objectifs sanitaires. Je me demandais s'il y avait quelqu'un qui avait des exemples de travail qu'ils avaient fait dans leurs hôpitaux pour mettre en place un service ou d'alimentation plus durable, et si vous voulez les partager avec ceux autour de la table. Ça peut être en lien avec les présentations d'avant ou être plus large. Je sais que ça, c'est quelque chose qui nous intéresse souvent. Sinon, c'est pas grave. Ce que je peux aussi faire, c'est vous inviter du coup à lire un de nos rapports que j'ai demandé de mettre en lien dans le chat. C'est l'exemple de Niort en France, parce qu'on n'a pas vraiment parlé ici dans cette session aujourd'hui, mais il y a aussi le sujet de gaspillage alimentaire qui est super important. On achète et on fait des dépenses en hôpital qui ont déjà des budgets assez limités. Et donc, quand on voit qu'il y a une énorme portion d'aliments qui sont gaspillés, c'est vraiment dommage à voir. En plus, ça a un grand impact sur tout ce qui est la quantité de déchets qu'on produit et qu'on doit bouger, mais aussi au niveau de l'empreinte carbone qui est dépensée là pour rien, du coup. Donc, eux, ils ont fait un super travail pour réduire le gaspillage alimentaire. Un autre point qui pourrait être intéressant par rapport à ça, c'est en lien avec la présentation sur le climat. Donc, le Cool Food Pledge, ils ont un rapport pour l'attractivité des aliments végétariens ou véganes même. Et donc, parfois, c'est juste une question de mieux donner des noms à nos plats pour les rendre plus attractifs, parce que dire juste donner un titre assez banal à des trucs qui peuvent être super bons, mais qui ne sont pas toujours dans les pratiques communes des gens pour manger que du végétarien, ça n'a pas beaucoup de succès. Et donc, juste parfois changer un nom peut avoir un grand impact. Donc, je vous invite vraiment à regarder les différentes ressources qu'on a présentées aujourd'hui, et on vous les enverra une fois que l'enregistrement est mis à disposition sur notre site. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais du coup clôturer et vous souhaiter du coup une très très bonne journée.